Bon, Bernard, dans la deuxième partie, on traite sur les impondérables. On a eu dans la première partie l'occasion de voir que l'individu pouvait se faire dominer énormément par la pensée, mais la pensée, finalement, dans la dynamique d'une relation entre l'individu égoïquement et les plans, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qu'il ne peut pas savoir d'avance, qu'il n'est pas capable de placer dans une vision exacte de l'avenir. Est-ce que quand on parlait d'être brûlé astralement puis d'être brûlé mentalement, est-ce que le fait d'être brûlé dans le sens mental du terme, là, ça nous donne une meilleure vision de l'avenir, une meilleure vision de la conséquence dans notre présent d'agir de telle ou telle façon versus le futur que ça nous présente? Est-ce qu'on devient comme conscient d'une mécanique ou de lois qui sont inévitables quand on pose tel ou tel geste? Quand on est brûlé mentalement, on n'a plus les ressources astrales pour vivre de l'expérience. Mm-hmm. Ça prend des ressources astrales pour vivre de l'expérience. Ouais. Il y a des gens qui aiment ça de l'expérience. Ils trouvent ça merveilleux de l'expérience. Puis c'est merveilleux qu'ils trouvent ça merveilleux de l'expérience. Par contre, si les hommes étaient conscients de tout le processus occulte derrière l'expérience, et la manipulation derrière l'expérience, tout l'acheminement là, qui est organisé, si vous voulez, pendant des années de temps, à ce moment-là, l'homme ne trouvera pas ça aussi intéressant. Mm-hmm. Parce que quand on vit l'expérience, on perd de l'énergie. Beaucoup. Beaucoup d'énergie. On perd de l'énergie physique, on perd de l'énergie mentale, on perd de l'énergie émotionnelle, on perd des ressources physiques, on perd de toutes les choses. Il y a beaucoup de pertes dans l'expérience. Puis alors que quand l'homme est mentalement brûlé, c'est toujours par rapport aux forces occultes. Oui, tout le temps. On ne peut pas être mentalement brûlé par rapport à l'humanité. Mm-hmm. On est astralement brûlé par rapport à l'humanité, mais on est mentalement brûlé par rapport aux forces occultes. Puis quand on est mentalement brûlé par rapport aux forces occultes, on n'est plus intéressé à rien faire. Quand je dis rien faire, je veux dire rien faire qui soit expérientiel. Mm-hmm. Puis ça, on le sait. Ah, définitivement. On sait quand on est dans une expérience ou non. Ouais. OK. Qu'est-ce qui fait qu'un individu qui se brûle astralement ne sait pas qu'il est dans une expérience et la répète tout le temps? Et l'autre, lui, qui, quand il est brûlé mentalement, il sait quand une expérience va se répéter et il s'arrête là. Degré de souffrance. Fait qu'un individu qui est brûlé astralement ne souffre pas de la même façon que l'autre. Non. C'est deux sortes de souffrances très différentes. Il y en a une qui est totalement égoïque, égocentrique, puis l'autre est réellement mentale. Mm-hmm. Est-ce que la personne qui est plus astralisée, est-ce qu'elle souffre de sa réflexion? Oui, elle peut souffrir de sa réflexion, mais elle va pas souffrir d'infusion de pensée. Il y a une différence entre réfléchir puis penser que c'est toi qui penses, puis être mental, puis pas réfléchir comme ça, mais subir une infusion de pensée. C'est de bombardement. Ouais. Grosse différence. OK. Fait que c'est là la différence entre les deux brûlures. Ouais. Bon, fait que toute personne qui souffre exemple d'un sentiment de culpabilité ou d'une vengeance, c'est automatiquement, il est en train de se faire brûler astralement. Ouais. Tandis que l'autre, lui, qui vit le combat avec un bombardement et qui est conscient du bombardement, qui se bat pour défaire la pensée, lui, il se fait brûler mentalement. Ouais. Bon. Quand on se bat contre une pensée parce qu'on se sent infusé mentalement, c'est quoi qui lutte contre quoi? Ah, ça, c'est intéressant. Il y a trois choses. Il y a premièrement l'aspect de l'homme qui est incarné, que vous appelez vous autres l'âme dans la matière. C'est l'âme dans la matière qui lutte pour sa survie. Mm-hmm. Ensuite, il y a l'ego qui lutte pour son équilibre. Oui, ça c'est réel. Puis ensuite, il y a tout le déséquilibre des forces physiques, psychiques, émotionnelles, mentales, là, qui fait partie d'une sorte de déchéance d'esprit là, que l'homme subit. Là. Ces trois choses-là qui jouent une à côté de l'autre.
comme 3 cordes de violon. Vous dites déchéance d'esprit? Il y a une déchéance. OK, de la déchéance. Il y a une perte d'énergie, c'est une déchéance d'esprit. OK, je pensais une échéance, là. Donc, quand l'individu est exposé à ce bombardement-là, il est conscient de toute cette lutte de l'âme, de l'ego et de la déchéance d'esprit dont vous dites. Il n'est pas conscient de la lutte de l'âme en tant qu'âme en soi, là, mais il va le vivre à travers la mémoire. La mémoire, par exemple, aussitôt qu'il vit de la mémoire ou le conflit dans le mémoriel, ça fait partie de l'âme. OK. Dans cette lutte-là, Bernard, là, quand ça se passe comme vous le dites, au niveau mental, on se sent extrêmement électrique. Oui. Il y a beaucoup de manque de sommeil. Et souvent, il y a des gens ou des événements qui se présentent dans notre vie pour déclencher ces situations-là. Comment l'individu peut se déraciner du fait que c'est l'autre ou l'événement, c'est-à-dire une personne ou un événement qui est, je dirais, la cible, le target là, de son combat. Parce que quand on est astral, c'est la faute à quelqu'un. Mais quand on est mental, là, on est tiraillé entre le fait de l'autre qui nous fait souffrir ou qui donne l'impression, puisqu'il est finalement manipulé pour nous faire vivre l'événement, ou c'est des fois un événement qui nous est présenté. Et puis, on doit déconnecter de la forme matérielle pour passer un combat sur les plans. Comment ça se passe, ce switch-là? Là? Où est-ce qu'il se passe le mouvement qui va faire qu'on ne dira pas c'est à cause de lui que je vis ça, ou c'est à cause de cet événement-là que je vis ça? Quand c'est mental, vous le savez que ça n'a rien à faire avec l'homme. Vous savez là, qu'on s'adresse au plan. Là. Oui. Un homme qui vit une guerre avec les plans, ou un homme qui est brûlé mentalement ne va jamais pouvoir accuser le monde de sa condition. Le monde est simplement utilisé dans cette expérience-là. Tandis qu'un homme qui est astral, qui ne vit pas la lutte avec les plans, va facilement pouvoir accuser le monde de son expérience. C'est ça, il va critiquer, il va établir des sanctions, en tout cas. Oui. Ça, c'est clair. Parce qu'un homme qui vit la lutte mentale ou qui est conscient de ce processus-là, c'est jamais le monde qui est responsable. Le monde est toujours utilisé dans ce processus-là par les forces. Puis ça peut être un processus qui est établi depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Puis ça peut être très, 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 très long ou très court. Mais il voit toujours la connexion avec les plans occultes. Puis, mais on n'est pas habitué encore à la fin du 20e siècle. On n'est pas habitué à la fin on ne connaît pas réellement le visage de l'occulte à la fin du 20e siècle. Parce que le visage de l'occulte, il change au fur et à mesure où on devient intelligent. Fait que le visage de l'occulte, c'est pas quelque chose qui est statique. Vous ne pouvez pas regarder l'occulte au 12e siècle, puis l'occulte durant la Renaissance, puis l'occulte durant les Grecs, puis l'occulte durant les Romains ou les Égyptiens. C'est pas le même occulte. L'occulte de l'homme à la fin du 20e siècle, c'est probablement le plus grand... l'occulte de la fin du 20e siècle... Bien, je vais vous montrer comment est-ce que c'est difficile à le sortir. Regardez bien ça. Si je fais de l'écriture automatique, là, sans crayon. Le culte à la fin du 20e siècle, c'est la consommation de l'âme. Un homme là, qui, à la fin du 20e siècle, là, commence à réellement étudier l'occulte, en tout cas comme moi je le fais, ou comme j'ai été obligé de le faire, là, il en arrive éventuellement à consumer son âme, il la brûle. Fait qu'il reste un de l'esprit. Tandis qu'avant, l'occulte, 12e siècle, 17e siècle, 19e siècle, début 20e siècle, l'âme n'était pas consumée. Au contraire, l'âme était mise en vibration. Ouais, c'est ça. Ce qui a créé ce qu'on appelle la spiritualité occulte. Les sectes, les rituels. C'est ça. L'ésotérisme, c'est tout ça, là. Mais un jour, quand l'âme va être consumée, c'est-à-dire quand la lumière de l'âme, quand son rayon va passer réellement à travers ses mémoires, savez-vous qu'est-ce que c'est des mémoires? Au niveau de l'âme. Ouais. Les mémoires au niveau de l'âme, c'est tout ce qu'on aime. C'est tout ce qu'on aime. Ouais. J'étais dans une librairie aujourd'hui.
j'étais dans une librairie, où c'est rare que je vois une librairie, mais là, il y avait des livres ésotériques sur un genre de petite... un petit stand. Puis, d'un bonhomme qui est connu dans le monde. Fait que j'en ai pris un, je l'ai ouvert à une certaine position. Puis, si je regarde ça aujourd'hui, pour moi, c'est de l'enfantillage. Mais si j'avais lu ça, là, 30 ans, 35 ans, j'aurais trouvé ça intéressant. Pourquoi? Parce que l'âme est consumée. Il n'y a plus rien dans ces livres-là qui peuvent me donner du plaisir. Parce que la lutte engagée avec les plans est trop grande, est trop avancée. Mm-hmm. Fait que comme il n'y a plus rien qui puisse me donner du plaisir, je ne peux plus vibrer ça au niveau d'une forme de spiritualité. Fait que c'est normal à ce moment-là que quand on est dans un processus de conscientisation puis qu'on se fait vibrer le mental pendant des années, qu'on perde le goût de vivre, qu'on perde du goût de vivre. C'est pas qu'on perd le goût de vivre, c'est qu'on perd le goût à la vie. Pas pareil. Faites dans la nuance. Le goût de vivre, on le perd pas. Si le goût à la vie, on le perd parce que la vie devient trop cintrée. La vie, elle devient trop diminutive. On voit trop. Moi, c'est rendu que je peux même plus lire le Montréal Matin. Vous autres, vous lisez le Montréal Matin. Comment vous appelez ça? Le Journal de Montréal? Ouais. Journal de Montréal, là, c'est des restaurants le matin. Vous lisez ça. Moi, je suis plus capable de lire ça. Les meurtres, la mafia, je suis plus capable. Je suis plus capable. Parce que là, éventuellement, la conscience devient trop grande. Ouais. Fait que la mafia est partout, les meurtres c'est partout, le sida est partout. Fait que il y a plus assez de beauté dans le monde, ou d'équilibre dans le monde, ou d'harmonie dans le monde pour rendre ta vie agréable. À moins de te créer des enclos, là, comme j'ai essayé d'en créer un quelque part dans les Caraïbes. Mais fait qu'à ce moment-là, le plaisir, il est plus là. Mm-hmm. Voyager, quand même, vous me diriez, moi, ben, voilà, on va aller au Japon, on va aller en Europe. Bon, c'est plus comme avant. Tu peux pas aller en Italie sans te faire dire à l'aéroport que faites attention à vos valises, là, tu sais. Fait que il y en a plus de ce plaisir facile, sain-là. Mm-hmm. Le seul plaisir qui reste à l'individu qui est justement en développement de conscience, c'est quoi? C'est la communication? C'est la communication, puis le grand rapport étroit avec tes amis, là, tes quelques amis que tu as. Mm-hmm. Mais tu peux pas vivre ta vie comme avant, c'est impossible, parce que tu n'as plus l'astral, tu n'as plus les ressources astrales que tu avais auparavant. Ça a été brûlé. L'âme est brûlée dans une fusion. Dans un processus de fusion, l'âme est brûlée. Fait que ce qui reste, là, c'est le noyau, c'est le sang, là. Mais tout le périsprit, c'est plus là, ça. Fait que tu peux plus fonctionner par rapport à des mémoires comme avant. Mm-hmm. Fait qu'à ce moment-là, ta conscience est très, très déprogrammée, est très vivante, effectivement. Mais par contre, elle recherche des éthers de vie qui lui conviennent. Mm-hmm. Je vois déjà des gens qui disent, ben moi, l'astral, il m'en reste encore. Est-ce qu'on aurait recommandé à des gens comme ça de dire, ben écoute, profitez-en pendant qu'il y en a? Profitez-en. Profitez-en. Très juste, profitez-en. Profitez-en. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent coupables de vivre encore des coups. Non, faut pas se sentir coupable. C'est de la spiritualité, ça. Profitez-en. C'est comme les gens qui disent, bon, le type qui dit, bon, ben moi, je suis en construction, je travaille fort, j'aime ça aller à la chasse. Mm-hmm. Aller à la chasse, ça le relaxe à la chasse. Il va pas à la chasse avec pour tuer les animaux, il va à la chasse. Il y a un challenge pour lui, là, Fait que, je devrais-tu aller à la chasse, pas à la chasse? Je dis, vas-y à la chasse. Mais une fois que tes corps subtils vont avoir suffisamment changé, là, tu pourras plus aller à la chasse. Là, ça va être normal de plus aller à la chasse. Quand même qu'on te le mettrait devant toi, le chevreuil, tu vas lui donner une claque pour qu'il se sauve. Tandis que là, tes ailes, buffer, vas-y, c'est bon, ça te relaxe. Mm-hmm. C'est un petit peu de même que ça marche. Sans ça, là, on devient moraliste. Là, puis c'est ça. Va pas à la chasse, mange pas de viande, mange des raisins, puis accroche-toi des fils. Ça s'arrête plus, là, tu sais. L'individu qui est dans un processus de conscientisation se rend compte, comme vous dites, là, qu'il n'est plus capable de faire certaines choses qu'il faisait en quantité industrielle avant. Est-ce qu'il y a des chocs en retour avant de passer? En d'autres termes, est-ce qu'il y a des choses qu'on vit qui ont des conséquences, c'est des chocs en retour sur ce qu'on est, que ce soit être spirituel, que ce soit d'être moralement, entre guillemets, incertain de qu'est-ce qu'on est, là.
Mais est-ce qu'il y a des chocs mentaux qui doivent être brûlés avant d'être conscients? Est-ce qu'il y a des lois de balance, des lois d'équilibre? Je comprends pas votre question. Bon, il y a des gens, Bernard, là, qui vivent une vie là, qui, disons, qui n'est pas dans les principes moraux là, acceptables, mais qui sont astralement très intenses, très satisfaisantes, si on le regarde d'un point de vue. Quelqu'un vole, mettons. Est-ce que pour passer un stage de conscience, il doit neutraliser ces vibrations-là? Ou si c'est pas grave ce qui se vit dans l'astral, ou ce qu'on a à vivre d'astral, qu'on a à le vivre, point final, puis que de toute façon, quand on va avoir à passer à un registre de conscience, nos corps vont changer, puis il n'y aura pas de comptabilité de ça. Là. Est-ce que l'astral, ça tient une comptabilité de nos gestes, de nos mouvements, de nos modes de fonctionnement? La comptabilité de vos gestes est contenue dans vos auras. Vos auras ont différentes couleurs. Vos auras composent éthériquement, astralement, puis mentalement votre être subtil. Puis c'est là qu'il y a une comptabilité. Fait que si vos auras sont débalancées pour quelque raison que ce soit, parce que vous avez des anciennes mémoires, ou parce que vous avez des tendances qui sont de basse vibration, mais éventuellement, ces auras-là vont rejeter certaines énergies. Ça fait partie du clean-up. OK. Puis c'est là qu'il y a le phénomène du choc en retour. Vous pouvez être malade pour telle raison, il va se passer telle chose ou telle chose. Mais ce sont les auras qui... les auras, ce sont des champs de force qui ont la capacité de s'auto-définir au niveau de leur luminosité. Fait que si l'âme doit vivre des grands chocs de vie, toute l'aura du corps astral va devenir actif dans ce processus-là. L'aura du corps mental va devenir actif dans ce processus-là après. Parce que le mental s'éveille toujours après l'âme. Ça fait que les auras ont leur propre capacité de faire leur propre auto-nettoyage quand l'âme est arrivée à un certain niveau d'évolution ou quand l'âme doit passer à un niveau d'expérience choc pour une certaine transmutation. Mais ça fait partie des secrets de l'évolution personnelle. C'est eux autres qui le savent de l'autre bord. En général, c'est pas tellement connu de l'homme lui-même, ça. C'est dans l'expérience qu'il va être amené à vivre ça. Sans ça, il y a beaucoup de choses qu'on ne ferait pas dans la vie. C'est pour ça, d'ailleurs, que c'est bon que l'homme ne connaisse pas tout son avenir, parce qu'il doit passer par certains chemins pour vivre certaines expériences, pour mettre en branle certaines énergies qui vont faire en sorte que ces auras vont se nettoyer. Si l'homme connaissait trop son avenir, mais il disait, je ne vais pas faire ça, je vais souffrir, je ne vais pas faire ça, je vais souffrir. Puis ce sont ces souffrances-là qui sont nécessaires pour un certain temps, pour l'amener à passer à un autre niveau d'évolution. Sans ça, ça ne sera pas possible d'évoluer. Vous ne pouvez pas évoluer par la connaissance. Ça, il faut comprendre ça une fois pour toute sa planète. Oui, c'est ça. Ça, il va falloir que l'homme comprenne un jour que tu n'évolues pas par la connaissance. Il n'y a pas de recette pour passer à quelque chose. Non. Ça. La connaissance, c'est simplement une façon que l'homme, intelligent, conscient, d'expliquer les mécanismes obscurs de la vie. Mais pour que l'homme passe à la conscience obscure de la vie, il faut que l'âme soit brûlée. Sans ça, les connaissances, on en a eu depuis les Grecs la connaissance, depuis les Égyptiens la connaissance, depuis tous les livres qui ont été écrits par des milliers d'individus pendant des siècles. La connaissance, c'est du vernis, ça n'a aucune fonction. La connaissance ésotérique, ça n'a aucune fonction. Il faut que l'homme brûle. Ce que la connaissance permet à l'homme, par contre, de faire, c'est de vivre des changements vibratoires. Parce que la connaissance, quand vous lisez des livres, que vous entendez des choses qui sont suffisamment réelles, ça met en vibration l'être. Parce que l'être, il n'est pas fou. L'être, il sait des affaires. Même s'il les admet pas, même s'il veut pas les admettre, il y a des choses que l'être sait. C'est universel, ça. Tout le monde le sait, ça. Fait que, il y a des êtres qui sont très, très sensibles dans le monde, puis quand ils lisent des choses ou qu'ils entendent certaines choses, ça les met en vibration. Puis c'est ça qui est important. C'est pas la connaissance en soi, parce que la connaissance, au fur et à mesure où ils vont être mis en vibration, la connaissance va devoir être transmutée, oui. C'est impossible pour un homme de garder de la connaissance statique. Ça n'existe pas de la connaissance statique dans l'univers. Tout est en flux et en reflux. Pourquoi? Parce que les états de conscience changent. Donc, les modalités de perception grandissent. Un être
bon, je prends mon expérience personnelle aujourd'hui. Quelqu'un viendra aujourd'hui du plan matériel ou sur un autre plan me dire quelque chose. Ça prendra réellement des grandes révélations pour me mettre la batterie à terre. Parce que je suis réellement un intouchable dans le mental. Mm-hmm. Tandis que si ça avait été fait de 25, 30 ans, mais là, probablement que j'allais... Tu sais? Fait que, au fur et à mesure où l'homme avance, la connaissance se modifie, puis ça fait en sorte qu'il est de plus en plus adapté psychiquement à comprendre la science de l'invisible. Bon, mais la science de l'invisible, c'est la science pure et simple d'un monde parallèle. C'est pas des projections spirituelles ou qui donnent à l'homme, dépendant de la nature de sa conscience, de la mémoire de sa race, des avantages spirituels comme on a entre les Juifs, puis les Arabes, puis les catholiques, puis les hindous. Mm-hmm. Ou les animistes. Mm-hmm. Fait que la science occulte, la science des plans, la science des mondes, pour qu'elle soit fondamentale, il faut que l'homme en arrive éventuellement à pouvoir détruire ce qu'il aime. Ça, c'est comme mon ami Croteau, dans le temps, qui était le chef un des grands bonhommes dans le mouvement des Écancores, puis qui m'arrive un jour et il dit, bon, ben, qu'est-ce que c'est le Sougmad? J'ai dit, c'est une phare. J'ai détruit ce qu'il aimait. Mm-hmm. Mm-hmm. J'ai dit, c'est une phare. Bon, il était assez intelligent pour partir avec ça. Ça a changé sa vie, hein, ça a changé sa vie. C'est dans ce sens-là que vous dites que la déception, c'est extraordinaire. Déception, c'est extraordinaire parce que ça met en branle des choses extraordinaires. Oh, ouais. Par contre, se faire mettre en branle extraordinairement toute sa vie, tu branles toute ta crise de vie. Fait que tu peux pas branler dans le manche toute ta vie. Un jour, il faut que tu saches que ça, c'est ça, ça, c'est ça, ça, c'est ça, ça, c'est ça. Tu sais, faut que l'homme, un jour, en arrive à avoir la vibration mentale suffisamment développée pour pouvoir définir les préceptes ou les concepts ou les notions qui sous-tendent la réalité à n'importe quel niveau. Que vous parliez de Dieu, que vous parliez des archanges planétaires, que vous parliez de n'importe quoi. Tout ce qu'on retrouve dans l'ésotérisme mondial. Si vous n'êtes pas capable de faire ça, bien à ce moment-là, vous êtes simplement un pantin dans tout ce mélodrame cosmique-là, qui sert à quoi? À emprisonner l'âme au détriment de l'esprit. Mm-hmm. C'est suffisamment fort, puis c'est suffisamment intelligent pour pouvoir le faire. Regardez quand le monde meurt. Quand tu meurs, tu sors en astral, tu passes à travers le tunnel. Qui c'est qui est l'autre bord de ta belle-mère? C'est pas elle, tu voulais voir. Ça, c'est un impondérable. Qui c'est qui se dit que c'est ta belle-mère? Ah ouais, encore. Tu peux pas le savoir avant 3 jours. Pourquoi tu peux pas le savoir avant 3 jours? Parce que ça prend 3 jours, quand t'es mort, puis tu passes à travers le tunnel pour pouvoir identifier ton origine. C'est quoi ton origine? C'est la Terre. Dans ce versant-là de ton expérience. Une fois que tu as identifié ton origine, là, tu peux réellement reconnaître si c'est ta belle-mère. Parce que ta mémoire, à ce moment-là, la mémoire que tu avais quand tu es mort, ta mémoire, elle t'est donnée temporairement. Puis pas longtemps, hein? Quand tu meurs, là, ta mémoire elle t'est donnée pour à peu près 6 heures de temps. Cette mémoire-là qui t'est donnée pendant 6 heures de temps te permet de t'enligner au niveau des personnes que tu rencontres pour comprendre des plans où tu es, puis pour en arriver finalement à pouvoir t'orienter où tu veux aller. Puis ça fait partie de toute la programmation de ton âme. Une fois que c'est fait, la mémoire, tu n'as plus de besoin parce qu'à ce moment-là, tu n'es plus capable de penser. Un mort, ça ne pense pas. Le contact avec le plan mental est coupé, le contact avec l'ajusteur de pensée est coupé. Donc, un mort, ça ne pense pas. Ça devient totalement du matériel mnémotique. Ça devient simplement de la mémoire vivante, un mort. C'est pour ça que les morts ne sont pas heureux. En général, parce que les morts ne sont pas capables de vivre la pensée comme nous autres. Même sur les plans très, très évolués, ou parce qu'il y a des très, très, très beaux plans dans l'astral, où les maîtres sont, là, tout ça. Là. Mais ces êtres-là espèrent vivre le contact avec la lumière, puis ils ne vivront jamais le contact avec la lumière tant qu'ils ne reviendront pas sur une planète ou une autre en incarnation pour vivre le contact avec la fusion.
Fait qu'un jour, il faut que ce mouvement-là soit renversé. Puis quand ils le savent, puis ils le savent maintenant, parce que c'est su sur les plans que ça va se passer comme ça. À ce moment-là, mais là, c'est plus pareil. La mort, c'est plus aussi intéressant qu'avant. Il y a des grandes tristesses, qui couvrent la mort comme des grandes zones. Puis ces êtres-là, des plans les plus bas aux plans les plus hauts, éventuellement, vont tout être couverts. D'ici à 200 ans, le monde de la mort va avoir été touché par les ombres de la solitude cosmique. Puis ils vont être obligés un jour de revenir dans la matière, parce qu'ils veulent pas. Là. Il y en a qui sont encore... C'est beau, là, tu sais. C'est comme tu vivrais à Hawaï. T'es pas intéressé à venir à Sainte-Adèle, tu sais. Mais un jour, ils vont leur vivre ça. Puis ils le savent parce que c'est su, c'est connu, c'est dit. Puis ils vont être obligés de revenir en incarnation. Que ce soit sur la Terre, que ce soit sur une autre planète, ça n'a pas d'importance. Mais il va falloir qu'ils reviennent. Pourquoi? Parce que le but de l'évolution, le but final de l'évolution, c'est la descente de l'esprit dans la matière. Ça veut dire ça que l'esprit de l'homme, le rayonnement de l'esprit, qu'on appelle aujourd'hui l'ajusteur de pensée, parce qu'on est obligé de séparer cette partie cosmique-là de la partie matérielle, parce qu'il y a l'âme qui fait interférence. Mais un jour, quand l'âme va être brûlée, cette partie-là, ça va tout être unifié. Puis l'homme, à ce moment-là, sera réellement un être universel. Puis on ne parlera plus d'ajusteur de pensée. Dans le sens qu'on n'aurait plus besoin d'avoir au-dessus de nous autres des êtres qui font un travail universel nécessaire pour la conservation sur la Terre de ce qu'on appelle la conscience. Pas de la mémoire, de la conscience. Ce sont ces êtres-là qui permettent la conservation de la conscience. Alors que la mémoire, ça fait partie des mécanismes de l'âme. L'homme, pour avoir de la mémoire humaine, puis avoir aucun contact avec le plan mental, on pourrait être des animaux très évolués, avoir aucun contact avec le plan mental, puis on aurait une conscience humaine. Mais on ne serait pas capable de penser. Donc, à partir du moment où on pense, ce travail-là, il est maintenu, il est fait, il est soutenu par les autres. Mais un jour, il faut que ça se fusionne, ça, pour que nous autres, on devienne des êtres véritables, des êtres systémiques, des êtres capables de voyager dans le temps avec nos corps subtils, puis arrêter d'être des bébites. C'est-tu quand on commence à être capable de parler comme ça des plans qu'on commence à savoir qu'on est avec eux autres? On commence à savoir qu'on est avec eux autres quand on est capable d'affronter la peur qui existe dans tous les mots. Dans tous les mots, il y a de la crainte. Je vais vous donner un exemple. Mais je vous donne un exemple qui est un petit peu raide, là, parce que ça va peut-être vous achaler. Mais regardez la vibration. Supposons que je vous dis, il existe dans le cosmos un Christ satanique. Ah, 2 vibrations. Le Christ qui est une vibration, le satanisme qui est une autre vibration. Puis nous autres, en tant qu'être, on n'est pas prêts à accepter le fait que ça puisse exister un Christ satanique. C'est quoi ça, un Christ satanique? Donc, on n'est pas émotivement prêt ou mentalement équipé pour aller chercher dans les archives l'information. C'est ça notre problème en tant qu'homme. Si on était capable d'aller dans les archives chercher l'information, à volonté, on pourrait sortir énormément d'informations, mais non, il y a toujours un code. Ça prend un code. Puis ce code-là, il est basé sur quoi? Il est basé sur la crainte. Fait que si tu as moins de crainte... Vous voulez dire que si quelqu'un ne craint pas la parole, il peut aller chercher l'information? Non, c'est pas la parole qu'on craint, ce sont les concepts. La parole, c'est simplement la manifestation des concepts à travers une évolution mentale de l'ego. Mais si on pouvait ne pas craindre les concepts, à ce moment-là, on deviendrait très, très intelligent occultement et on libérerait en nous des forces absolument étranges, des forces qui nous permettent de comprendre l'invisible, des forces qui nous permettent d'avoir des relations télépathiques avec l'invisible, des forces qui nous permettent de totalement neutraliser l'astral sur notre conscience, des forces qui nous permettraient de neutraliser l'astral dans l'âme, ainsi de suite, toute une gamme là, qui fait partie des lois occultes de l'âme. Mais on a tellement de crainte parce que ça fait partie des mémoires de la race, ça fait partie des ce qu'on appelle les tabous. Les tabous qu'on connaît, nous autres, c'est le tabou au niveau de la sexualité, tabou. Mais il y a des tabous profonds qui existent dans la conscience humaine. Puis, ils sont plus profonds que la forme qu'on connaît. Ils sont plus profonds que le niveau de conscience qu'on peut s'imaginer avoir.
C'est pour ça que je disais ce soir, si un homme écrivait un livre, là, librement, là, un livre sur l'invisible, la réalité, la création, le système, les systèmes, la politique cosmique des sphères, les forces lucifériennes, les forces sataniques, les forces christiques, les forces de la lumière, tout ça, là, les éternels, toute la bébelle. Si un homme écrivait un livre librement, là, ce livre-là, dans le monde, serait perçu comme étant un livre maudit. Et probablement, ça viendra un jour. Probablement, un jour, il y a quelqu'un qui écrira un livre comme ça. Ça sera considéré comme un livre maudit dans un premier temps, mais dans un autre temps ou dans d'autres temps, ça sera réellement réalisé ou compris comme étant le livre qui aura finalement libéré l'humanité au-delà de tout ce que les livres ont fait, que ce soit la Bible ou que ce soit les livres orientaux, ou que ce soit... Il faudra un jour qu'un tel livre soit écrit. Ça sera certainement écrit par un initié quelconque. Mais il faudra un jour un tel livre soit écrit, dans un temps où l'homme sera prêt à le prendre, pour évoluer, puis grandir, puis se mettre en vibration. Parce que l'homme est maître de sa destinée mentale. Puis la destinée mentale, c'est le chemin ou la distance que tu es capable de parcourir psychiquement, c'est ça la destinée mentale. Le plan mental, c'est un plan, c'est un territoire. C'est comme l'espace-temps ici. Donc, ce sont des mondes. Puis l'homme a la liberté intrinsèque, fondamentale, d'explorer les mondes, les espaces-temps parallèles aussi loin qu'il veut. Seulement, pour pouvoir le faire, il faut qu'il apprenne une fois pour toutes à cesser d'avoir peur des mots. Parce qu'avoir peur des mots, c'est grave. Parce qu'à partir du moment où tu as peur des mots, tu peux encloisonner toute une civilisation. Tu peux encloisonner tout un peuple. C'est abominable. Mais ça fait partie des lois astrales de l'évolution. Dans ce sens-là, est-ce que vous diriez que les grands écrivains qu'on connaît, c'est des gens qui ont eu peur des mots? Non, les grands écrivains qu'on connaît, ce sont des gens qui ont eu moins peur des mots. Tu prends des types comme Victor Hugo, les grands écrivains. Qui ont joué avec la forme. Puis... Ils ont fait sauter quelque chose. Chateaubriand. Fait qu'avoir peur des mots, c'est pas nécessairement avoir peur de dire quelque chose. Oui, mais tu sais, il y a des niveaux d'avoir. Il y a des mots, puis des mots, puis des mots, puis des mots. OK, je vais vous donner un exemple. Rushdie, là. C'est un gars. Est-ce qu'on dirait que c'est un gars qui n'a pas eu peur des mots? Rushdie, là, tu sais, qui écrit versets sataniques, là. Oh, ouais. Lui, c'est un type qui n'a pas eu peur des idées. C'est pas qu'il n'a pas eu peur des mots. Il n'a rien avancé dans la connaissance de l'homme. Mais il n'a pas eu peur des idées. Là, je dis. Mais avoir peur des mots, c'est un autre paire de manches. C'est plus difficile d'avoir peur des mots que d'avoir peur des idées. Mm-hmm. Parce qu'un mot, c'est très concentré en énergie. Bon, je vous donne le concept. Bon, on prend le concept du Christ. Qu'est-ce que tu peux dire sur le Christ? Tu peux dire ce que l'Église a dit. Tu peux dire ce que les Rose-Croix ont dit, ce que les Templiers ont dit. Mais l'impact du mot Christ a de la valeur strictement pour les gens qui sont dans la chrétienté. L'impact du mot Christ a de la valeur pour les gens qui ont de la foi. Dans la chrétienté. Croient à un mode de réalité défini spirituellement par la chrétienté. Mm-hmm. Mais quand tu prends le mot Christ lui-même en tant que vibration, en tant que forme mentale, puis tu le fais éclater pour voir qu'est-ce qui sort de ça. Mm-hmm. Qu'est-ce qui sort de ça? C'est quoi? Quelle distance mentale tu peux voyager dans des mondes parallèles pour aller chercher l'information sur ce terme-là qu'on appelle le Christ et qui a des composantes puis des retombées sur notre planète à l'échelle qu'on connaît. Mm-hmm. C'est quoi les dessous de cet égrégore-là? Mm-hmm. C'est quoi la fonction de ce concept-là? D'où vient ce concept-là? Pourquoi ce concept-là? Y est-il utile, ce concept-là? Jusqu'à quel point y est utile, ce concept-là? Quand est-ce qu'il sera plus utile, ce concept-là? Quand il sera plus utile, il va être représenté ou remplacé par quoi, ce concept? Ainsi de suite. Alors, pour que l'homme puisse faire ça, ces voyages-là dans l'espace mental, faut plus qu'il y ait peu des mots. Mm-hmm. Ouais. Puis pas avoir peur des mots, c'est pas l'affaire de dire, bon, ben là, j'ai pas peur des mots. Mm-hmm. C'est psychique, ça. Parce que tu vis avec ça après. À un certain moment donné, c'est un petit peu comme la radioactivité. Quand tu es rendu à travailler avec de la radioactivité, il faut que tu aies les mains nettes quand tu vas manger après. Mm-hmm. Bon, mais quand tu traites avec des mots comme ça, parce que tu parles en général, c'est jamais quelque chose pour toi-même.
T'amènes ça dans le monde. Faut que tu aies les mains nettes après. Autrement dit, faut pas que tu te laisses astraliser après. À réfléchir. Parce que là, tu peux sauter la bagnole. Mm-hmm. Parce que l'astral va mettre en doute ce que tu es en train de fouiller. Les forces astrales. Moi, j'ai déjà peur, parce qu'il y a des fois, je suis curieux, j'ai un petit peu de curiosité. Moins aujourd'hui, là. Mais une journée, je vous dirai pas quelle religion, là, mais j'ai regardé l'astral d'une des grandes religions sur la Terre. L'égrégore. Puis si vous aviez vu ce que j'ai vu de l'égrégore de cette grande religion-là sur la Terre, vous seriez sorti demain matin de cette religion-là sur la Terre. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que l'homme sur la Terre est réellement pas en mesure d'évaluer ce qu'il sait. Ce qu'il sait ou ce qu'il entend. Ce qu'il entend. Ouais. Il n'est pas en mesure. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas en mesure? Parce qu'il n'est pas mentalement équipé pour passer à travers la forme qui techniquement représente la sommation de son intelligence ou de sa connaissance ou de sa mémoire. L'expérience qu'on vit de tous les jours, là, est-ce qu'elle est suffisante pour nous sortir de tous les égrégores qui nous manipulent? Oui. Ouais. L'expérience qu'on vit de tous les jours est suffisante dans la mesure où on est capable, tous les jours, au fur et à mesure qu'on avance, d'avoir l'insuffisance. Donc, les niveaux d'impuissance dans lesquels ouais. on est. Ouais. À partir du moment où on est en impuissance, il faut qu'on le sache, ça. Faut qu'on le sache. Parce que l'homme ne peut pas, sur la Terre, être dans une conscience mentale, puis en même temps vivre l'impuissance. Un ne va pas avec l'autre. Mm-hmm. Il peut être dans une conscience astrale, puis vivre l'impuissance. Mais il ne peut pas être dans une conscience mentale, puis vivre l'impuissance. Bon, cet état d'impuissance-là vient souvent avec l'effet de déception, que vous dites qui est extraordinaire. Mais quand on est exposé à ces conditions de déception-là, un des effets naturels de ça, c'est qu'on se sent de plus en plus seul dans notre expérience. Vous pouvez pas grandir en conscience puis être à deux. Ça n'existe pas, ça. La conscience est individuelle. Ça, je peux comprendre, là, mais ça, c'est pas à deux. Il n'y a pas de... C'est pas à deux dans le sens qu'il faut que ça se vive puis que ça se transmette tout seul. C'est évident que vous pouvez la vivre par rapport à d'autres personnes qui vont vivre aussi un processus de transmutation. Mm-hmm. Mais la conscience, c'est un phénomène totalement... C'est un phénomène d'individualisation, la conscience. C'est un phénomène d'individualisation. Puis, donc, c'est un phénomène de solitude. Mais c'est un phénomène de solitude parce que vous êtes obligé de reconnaître, à un certain moment donné, vous êtes obligé de reconnaître qu'il y a rien dans les plans qui vous sert, humainement parlant, en termes d'assise astrale. C'est comme si on disait, les forces de la lumière, l'ajusteur à penser, tout ça, tout ce bullshit-là, ces êtres-là n'ont rien à voir avec la matière. C'est nous autres. Nous autres, on a à voir avec la matière. Puis il faut qu'on trouve l'équilibre entre les deux. C'est notre job de pouvoir trouver l'équilibre entre les deux. Mais c'est pas ça qui se passe quand on prend conscience d'eux autres. Quand on prend conscience d'eux autres, on s'ouvre à eux autres, on développe quasiment une sorte de foi universelle. On peut même en arriver éventuellement à croire qu'ils vont nous aider directement. Puis c'est pas leur job. Mm-hmm. C'est pas leur job. Eux autres, ils nous déshumanisent. Eux autres, ils nous déshumanisent pour nous humaniser à un autre niveau. Parce que ça fait partie du processus de fusion. Moi, je me rappelle, il y a bien des années, quand je disais, bon, mais c'est quoi l'affaire du contact? Si tu peux me rendre intelligent? Puis il disait, non, c'est pour te donner de la clarté. Devenir intelligent, ça, c'est ma job à moi au cours des années. Tu deviens intelligent parce que tu transmutes suffisamment d'âme, éventuellement. Tu n'as pas le choix que de devenir intelligent. C'est une conséquence de la transmutation. Tandis que ça, c'est de la clarté, de la clarté, de la clarté, de la clarté, de la clarté. Ça fait que c'est pas de nous rendre intelligents. Mais nous autres, on a tendance à penser que c'est de même. C'est pas de même. Mm-hmm. Dans le processus de conscientisation, on se rend compte qu'il y a beaucoup de souffrance parce qu'on brûle des valeurs. On a des valeurs, on a des choses qu'on aime. Les choses qu'on aime, c'est des valeurs auxquelles on donne une valeur à certaines choses, puis on aime en mesure de ce qu'on est propriétaire ou non de la valeur.
Et puis, on voit qu'il y a beaucoup de valeurs qui éclatent. Est-ce qu'une personne qui est consciente, c'est une personne qui est totalement amorale, sans valeur ou... Non, 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 non. Une personne consciente, c'est pas une personne sans valeur. C'est pas une personne sans valeur. C'est pas une personne amorale non plus. Parce que la moralité, ce qu'on appelle la moralité, c'est une forme de comportement qui est basée sur des vertus plus ou moins élevées de l'esprit. Donc, ça fait partie de la science de l'esprit. Ça fait partie de la lumière de l'esprit. C'est normal pour un être conscient d'être moral. Mais c'est pas une moralité astrale. C'est pas une moralité conditionnée par l'astral. C'est pas une moralité basée sur l'expérience. C'est un état d'esprit, c'est un état d'harmonie, c'est une sorte de conscience vivante qui fonctionne de même. Et autrement dit, la beauté des choses, l'harmonie des choses, ça convient à l'esprit, comme ça peut convenir aussi à des états d'âme. Par contre, quand l'homme est conscient, la beauté des choses, l'harmonie des choses, ça convient à son esprit. Ça n'a rien à voir avec son âme. Là, c'est différent. Il donne pas de valeur dans le sens qu'il est capable de s'en détacher, mais il est aussi capable de l'apprécier, là. Oui. OK. Ouais. Parce que... Le problème avec les valeurs, c'est qu'on s'attache à des valeurs parce que nos valeurs sont fausses parce que nos valeurs représentent simplement des attraits psychologiques de l'ego par rapport à des formulations personnelles face à des besoins quelconques. C'est ça nos valeurs. Mais ça, c'est pas réel. C'est purement structuraliste, c'est purement temporaire, c'est purement relatif à la conscience de la race ou à la conscience de la nation. Tandis qu'un être qui est conscient, qu'il soit dans n'importe quelle race, qu'il soit dans n'importe quelle nation, il va toujours se comporter de la même façon. Donc, il y en a des valeurs, mais ce ne sont pas des valeurs relatives, ce sont des valeurs fondamentales qui sont simplement une réflexion dans la matière du comportement de son esprit. Fait que moi, si je vais en Chine, supposons qu'en Chine, ça serait un pays de voleurs. Bon, ben, puis je suis allé en Chine, mais je vais pas voler en Chine parce qu'en Chine, on vole. Ça fait pas partie de la dynamique de mon esprit de voler. Fait que même si je vais en Chine ou je vais dans un clan sicilien, puis on me dit, bon, mais ici, on vole, mon esprit ne me permettra pas de voler. Parce que les valeurs ne sont plus relatives à la conscience de la race. Les valeurs sont simplement des reflets de l'esprit, puis l'esprit est constant. Il vole pas, puis il fait pas ci, puis il fait pas ça, puis il fait pas ci, puis il fait... Pas parce qu'il peut pas, mais parce que ça fait pas partie de sa nature. Puis sa nature, c'est pas une question de programmation. Sa nature, c'est pas une question de programmation, c'est une question de lumière. C'est comme si vous disiez, là, en gros, tous les esprits ne volent pas. Tous les esprits ne volent pas, mais tous les esprits sont des menteurs. Désinformer, c'est un peu volé, non? Non. Désinformer, c'est mentir pour faire évoluer plus loin. Fait qu'ils mangent pour nous rendre service. Sur les plans cosmiques, mentir, pour eux autres, ça fait partie de leur science éternelle. Okay. C'est pour ça que le mensonge cosmique est si abominable. C'est à nous autres de comprendre la game un jour pour arrêter d'être désinformés, puis pour finalement rentrer dans la science des sphères. Fait que sur le plan cosmique, sur le plan humain. D'ailleurs, dans votre expérience, vous le dites souvent, vous dites, bon ben, toute vérité n'est pas bonne à dire. Hein? Ouais. Bon, si vous autres, vous pouvez vous permettre en tant qu'homme de dire toute vérité n'est pas bonne à dire, imaginez-vous qu'eux autres... Toute vérité n'est pas bonne à vivre. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Puis probablement, à partir de leur plan, eux autres, la moindre vérité qu'ils pourraient nous dire, ça nous mettrait à terre. Un ajusteur de pensée là, qui décrit à l'homme la réalité cosmique des plans, là, si l'homme pense, il rentre à grande bâtisse. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas capable émotivement de consolider toute cette information-là au niveau vibratoire, parce qu'on a de la mémoire, et notre problème, c'est qu'on est des êtres mémoriels, on a un chip dans le péteux. C'est l'âme qui est notre problème. Un petit exemple, là, de quelque chose qu'un être ne peut pas contenir, que l'esprit peut l'informer. On ne serait pas capable de contenir, par exemple, le fait que les civilisations systémiques qui vivent dans des mondes temporels, à différentes échelles de temps, sont capables de se matérialiser à un point tel où leur science devient matérielle, immatérielle et capable à la fois de détruire n'importe quelle civilisation inférieure à son rendement potentiel.
Autrement dit, quand vous considérez l'univers, quand vous considérez les mondes, quand vous considérez les civilisations, quand vous considérez les intelligences ou les plans d'intelligence, vous devez considérer des modes de relation électriques, vibratoires entre les mondes. Puis ce sont ces modes relationnels-là qui déterminent la survie des civilisations, la survie des races, la survie des consciences, ainsi de suite, la survie des systèmes. Les systèmes sont totalement gérés par des intelligences. Les systèmes, ça se tient pas dans les airs de même. Les galaxies, ça se tient pas dans les airs de même. Quand des planètes sautent parce qu'il y a des raisons, ça fait partie de la gestion des énergies, ça. C'est comme le concept de l'énergie. On n'a aucune idée qu'est-ce que c'est de l'énergie. Nous autres, quand on parle d'énergie, c'est parce que c'est des substances extrêmement subtiles qui sont polarisées puis qui passent d'un état à un autre, qui peuvent être statiques ou dynamiques, mais c'est ça pour nous autres de l'énergie. Mais si on regardait le phénomène de l'énergie à partir de ces plans-là, c'est plus la même chose. Fait que les civilisations, si je comprends bien, les civilisations les plus avancées ont la propriété d'absorber les civilisations les plus inférieures par rapport à eux autres. Les civilisations les plus avancées, leur rôle, c'est de projeter les civilisations inférieures dans un certain temps. Quand ces civilisations-là ont atteint des niveaux d'évolution suffisants pour reconnaître leur destinée. Mais tant que les civilisations ne sont pas capables de reconnaître leur destinée, les autres sont obligés de garder en suspension. Ils n'ont pas, le droit d'aîné n'existe pas pour eux autres. Pourquoi est-ce que l'homme ne peut pas se dématérialiser, se matérialiser? Star Trek, c'est la projection future, ça. Ça va venir un jour. Mais pourquoi est-ce que l'homme n'est pas capable de passer d'un état de conscience à un autre? Parce qu'il n'est pas capable, techniquement, de comprendre sa relation avec l'invisible. Il n'est pas capable de comprendre qu'est-ce que c'est l'infinité. Mm-hmm. D'ailleurs, quand l'homme conçoit l'infinité, il le conçoit simplement au niveau mathématique, en termes de courbes qui, sur l'axe Y, Z, là, finit vers des tangentes qui vont vers zéro. Mais l'homme, mentalement, n'est pas capable de comprendre le concept de l'infinité parce que l'infinité, ça n'existe pas. Donc, quand l'homme essaie de comprendre l'infinité, c'est qu'il fait simplement un exercice mental qui est dans un sens, une compression symbolique et psychologique de son ego par rapport au monde de la mort. Mm-hmm. Fait qu'un jour, quand l'homme va passer à des états de conscience réellement mentale où le phénomène de la pensée aura été remplacé par un phénomène de communication avec les plans, à ce moment-là, ces questions fondamentales-là n'existeront plus pour lui, son énergie sera automatiquement changée et l'homme pourra finalement commencer à travailler avec des plans et là, réellement réduire la marge qui existe entre son expérience puis d'autres mondes parallèles. Puis là, l'homme pourra rentrer dans ces mondes-là puis comprendre ce qui se passe. Mm-hmm. Fait que finalement, la seule difficulté qu'on a de prendre contact avec les plans puis d'arriver à la science dont vous parlez, c'est le phénomène de l'expérience. C'est l'incapacité de l'être de sortir de l'expérience. C'est le phénomène de la pensée à travers l'expérience. C'est la pensée. Ouais. Parce que c'est très difficile pour nous autres en tant qu'hommes de ne pas penser, de s'imaginer qu'est-ce que c'est pas penser. Parce que penser pour nous autres, ça équivaut à une survie psychologique. Tandis que pour un être qui a une certaine conscience, mais penser, il n'y a plus besoin de ça. Ça devient de la communication. C'est la communication qui devient sa survie psychologique. Mm. Tandis que nous autres, on a besoin de penser, on a besoin des référents. Fait que tant qu'on a besoin de référents, on n'est pas capable d'en créer. Puis tant que l'homme ne sera pas capable de créer ses propres référents, l'homme sera psychologiquement un être instable. Être instable, ça veut dire pas avoir de mesure absolue de soi. Mm-hmm. Si tu n'as pas de mesure absolue de toi-même, tu es totalement instable, tu n'es pas capable de traiter mentalement avec des hiérarchies qui ont accès à ton mental par ce que vous appelez la pensée, donc la communication directe. Moi, je vais vous demander, je suis dans un travail de communication, mais souvent, à un certain moment donné, on se demande si la communication entretient pas la pensée. La communication entretient la pensée dans la mesure où la communication sert vos intérêts personnels. Mais si la communication ne sert pas vos intérêts personnels, à ce moment-là, elle est simplement un exécutoire, un mouvement vers l'extérieur. C'est comme l'eau qui passe d'un tube, là, d'une champlure. C'est dit, c'est oublié, c'est dit, c'est oublié, c'est dit, c'est oublié. Ça ne vous sert plus personnellement. OK. Donc, vous voulez dire que toute communication entre deux individus ou plusieurs individus où les gens cherchent un intérêt dans la communication, à ce moment-là, ça entretient la pensée. Ben oui, ça va vous spiritualiser, tout ça. OK. Donc, la seule forme de communication qui permet vraiment à l'individu d'aboutir à
je sais pas, à un niveau de conscience, à un niveau de science, OK? C'est une communication qui se pense pas. Communication qui se pense pas puis qui se réfléchit pas. Ouais. Puis qu'il n'y a pas de terme en soi. Parce que quand vous parlez comme ça, ben, c'est plus celui qui parle là, qui établit le thème de la communication. C'est l'énergie qui établit le thème de la communication. Sans ça, vous allez la colorer, votre communication. Vous allez parler ce qui fait votre affaire. Vous allez magnétiser l'autre par rapport à ce que vous dites, et ainsi de suite. Donc, vous n'êtes pas aussi libre dans la parole que vous pourriez l'être. Ça brasse plus des valeurs quand on parle de la science. J'ai remarqué que quand les gens communiquent, habituellement, ce qu'ils vont brasser, c'est des insécurités, des valeurs, des façons de penser. Est-ce que l'individu qui arrive à ce registre de parole-là a une utilité à communiquer? C'est-tu utile de communiquer comme ça? Ça fait-tu quelque chose dans l'action? Il n'y a pas de choix. Ça fait partie de sa vie à ce moment-là. Ça fait partie de sa conscience. Ça fait partie de son assiette. De son assiette. Son assiette, ça veut dire les choses qu'il y a à dire sur la Terre en tant qu'être en évolution. Un être en évolution, il y a quelque chose à dire, il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à faire, quelque chose à dire. Ça fait partie de son assiette. Donc, ça fait partie de son taux vibratoire. Moi, j'ai un taux vibratoire, et ça fait partie de mon assiette. Fait que c'est très fort, ça, ce taux vibratoire-là. Fait qu'éventuellement, mais quand ça fait partie de ton assiette, tu peux pas être en dehors de ton assiette. Tu es tout le temps dedans. Bon, ton assiette, là, est-ce que c'est inévitablement un registre d'échange ou de dialogue ou de communication qui a une saveur cosmique? Ça dépend de l'individu, puis ça dépend de son taux vibratoire. C'est toujours votre taux vibratoire qui détermine votre cosmicité. C'est votre taux vibratoire qui détermine votre capacité de perturber la mémoire de la race. C'est votre taux vibratoire qui vous permet d'entrer dans des archives universelles que l'homme n'a pas connues pendant l'évolution. C'est votre taux vibratoire qui te permet d'altérer la façon de penser d'une humanité pour en créer une autre. C'est toujours le taux vibratoire. Ce taux vibratoire-là, mais il est proportionnel à votre transmutation. Comment qu'une personne, en parlant, peut se savoir une cosmicité? Intéressant. Exemple, vous savez que vous êtes un initié. Comment un individu qui parle peut se savoir dans sa partie cosmique, en parlant? La seule raison que je sais que je suis un initié, c'est parce qu'il n'y a rien à faire avec moi. Que je sois aux Indes, que je sois en Amérique, il n'y a rien à faire. Vous ne pouvez pas m'arriver avec des idées sans que je les casse. Je vais les casser. Ça fait partie de mon taux vibratoire. Ça fait un initié, ça? Bon, mais c'est ça qui fait que je sais que je suis un initié. Autrement dit, que ce soit sur le plan astral, sur le plan éthérique, sur le plan matériel, un homme ne peut pas venir vers moi avec des idées sans que je les casse. Mon taux vibratoire va les casser, si je veux. Bon, mais c'est ça qui fait que je sais que je suis un initié. Autrement dit, je suis pas un initié parce que je veux être un initié. J'aimerais bien mieux me travailler au garage au coin de la rue. Mais le taux vibratoire fait en sorte que je suis ça. Autrement dit, un initié, c'est une sorte de porteur de lumière. Fait que je porte de l'eau, je porte une lumière. J'ai pas le choix, ça fait partie de ma fusion. Mais ce qui donne la mesure ou le savoir de ça, là, c'est ça. Quand on est ce qu'on n'a pas décidé. Quand on est ce qu'on n'a pas décidé puis ce qu'on n'a pas vu. Ouais. Là, c'est notre aspect cosmique. Ouais. Ce qu'on est, qu'on fait vivre aux autres. Puis, tu peux pas dire, bon, mais là, je vais devenir ici. Ça marche pas de même. Non, il n'y a pas de course. Ça. Les souffrances sont trop grandes. Anyway, il n'y a pas un homme dans son esprit normal qui voudrait être un initié. Vouloir être un initié, c'est réellement être capoter ses oreilles. C'est un martyr mental d'être un initié. Fait que... Mais... surtout dans l'âge où on est là, c'est bien important qu'on ait des initiés de cette trempe-là.
capable de réellement regarder les formes, là, puis les faire éclater, là, pour que l'homme devienne libre. Parce que là, l'astral, sa planète est trop fort. On va finir avec des religions de toutes les sortes, puis des sectes de toutes les sortes, puis des gourous de toutes les sortes, puis ça arrive. La lutte pour l'esprit de l'homme est très intense, là. Très, très intense. On dirait que ça s'amplifie d'une année à l'autre. Ça s'amplifie, oui. Ouais. La plus grande trappe que l'homme peut avoir à rencontrer là, dans toute cette émergence-là d'idéologie et de façon de penser, là, la plus grande trappe, c'est toujours l'affaire de la croyance. Vous me posez une question intéressante. Vous m'avez posé une question. Je vais vous donner une réponse intéressante. Vous dites qu'est-ce que vous faites, comment est-ce que vous savez que c'est un initié, ainsi de suite. Puis l'importance de la question est même pas là. Savez-vous qu'est-ce qui est important chez un homme? Surtout un homme qui parle, puis qui peut influencer le monde, ainsi de suite. Ce qui est le plus important pour moi, la marque d'un initié, là, un initié qui connaît réellement les lois occultes, là, la grande marque d'un initié, c'est de toujours protéger l'homme contre lui-même. Moi, si vous disiez qu'est-ce que c'est ma plus grande marque, ma plus grande qualité, le saut de votre esprit, c'est de toujours protéger l'homme contre soi-même. Parce que si vous ne protégez pas l'homme contre vous-même, puis que vous êtes pollué, puis que vous ne le voyez pas, l'homme est fait. Si vous protégez l'homme contre vous-même, puis vous vous apercevez un petit peu, là, puis que vous checkez pour voir si vous êtes pollué astralement, vous allez le protéger, l'homme. Mais si vous ne faites pas ça, bien là, vous devenez des dictatures, parce que dans le fond, des initiés, c'est des dictateurs. Mm-hmm. Fait qu'à ce moment-là, si vous ne protégez pas l'homme contre vous-même, pour moi, vous n'êtes pas des initiés. Parce qu'initier des êtres, initier des humanités, c'est les amener dans des plans de lumière. C'est des plans de lumière qui sont de plus en plus aveuglants. Fait que pour que l'initié puisse faire ça, amener ces humanités-là, puis faire des gestes qui peuvent durer 7, 8, 900 ans, 1000 ans, 2000 ans, il faut que réellement il protège l'homme contre lui-même. Puis c'est ce que je reproche à l'évolution. Les hommes ont jamais protégé les hommes contre eux-mêmes. Puis même des initiés, des grands initiés de la Terre n'ont pas protégé les hommes contre eux-mêmes. Ils ne pouvaient pas le faire dans le temps parce que le principe de l'intelligence n'était pas descendu. Le phénomène de la fusion ne faisait pas partie de l'expérience de la Terre, et ainsi de suite. Mais dans notre temps, puis dans les temps à venir, les hommes, les grands hommes, ce qu'on appelle les grands hommes, la marque, la mesure de ces êtres-là, ça sera qu'ils sauront toujours protéger les êtres contre eux-mêmes. Puis pour moi, c'est la seule parce que on est rendu à un point où c'est trop facile aujourd'hui d'être intelligent. C'est trop facile de parler. C'est trop facile d'avoir accès à une parole ésotérique. Je n'entends partout dans le monde, dans la province de Québec, des gens qui ont la parole ésotérique. Puis c'est intelligent. C'est une belle musique pour l'esprit. C'est une belle musique pour l'âme. C'est une belle musique pour bien du monde. Mais il faut protéger l'homme contre soi-même. Fait que sans ça, vous allez arriver avec des débats, vous allez avoir des choses comme à Waco, Texas, vous allez avoir, c'est ça. Ces gens-là n'ont pas protégé l'homme contre eux-mêmes. Puis regardez ça encore, là, si on regardait ça réellement plus loin, là, qu'est-ce que ça veut dire protéger l'homme contre lui-même? Ça veut dire avoir aucun niveau de croyance possible et imaginable dans ce que vous pensez. Un homme qui moindrement croit ce qu'il pense, il est fait à l'os. Non, il réfléchit. À cause des lois du mensonge cosmique, il va réfléchir. C'est ça qui est arrivé avec Waco. Fait que un homme, faut que l'homme laisse l'humanité juger de ce qu'il dit. Faut pas que ce soit lui qui impose à l'humanité un jugement de ce qu'il dit. Ça, c'est dangereux. Puis pour moi, ça a été le danger de tous les initiés. Ça a été la faiblesse de toutes les initiations planétaires depuis le début. Puis ça va finir avec l'évolution là, parce que c'est comme si on disait dans le temps où nous sommes, ou dans le temps où on entre, il y aura suffisamment d'écrits, il y aura eu suffisamment de choses dites pour réellement protéger l'humanité contre ceux qui parlent. Fait que dans l'avenir, il va y avoir suffisamment de connaissances, de sorte que ceux qui vont arriver dans le monde pour parler de choses qui sont techniquement obscures,
il y aura suffisamment de matériel dit, écrit, pour rendre l'homme conscient que même les initiés sont sujets au mensonge cosmique, s'ils font pas attention. Puis un initié qui est sujet au mensonge cosmique, bien imaginez-vous les profanes. Plus rien à faire. Hein? Ben, je vous remercie infiniment, Bernard de Montréal. À la prochaine. Je vous rappelle toujours, il y a un séminaire à la fin de mars.